Merci beaucoup d'être là. Je vous souhaite une bonne journée. D'abord, un mot. C'est la journée internationale du droit des femmes. Alors, je leur adresse un salut particulier. La cause progresse, toujours moins vite qu'on le voudrait, mais ça avance. Alors, je voulais vous dire que l'équipe ici des grandes rencontres vous souhaite que la journée ait des suites et que le sort des femmes s'améliore en France. Voilà. Ils sont mieux qu'ailleurs, mais il y a encore des progrès à faire. Alors, nous allons accueillir maintenant Jérôme Fourquet. C'est une histoire incroyable que celle de son livre « L'archipel français ». Ça fait 52 semaines, puisqu'il y a juste un an qu'il est sorti, le livre, que le livre est dans les meilleures ventes. 52 semaines de suite. Parfois, il y a une petite baisse, 5e, 6e place, 7e place, puis ça remonte. C'est très rare que les livres, même les grands livres, tiennent 52 semaines de rang. Pourquoi ? Pourquoi ce livre se vend-il régulièrement dans les meilleures ventes depuis 52 semaines consécutives ? D'abord, parce que il y a ce titre, l'archipel français. Et donc, avoir trouvé ce mot, archipel, qui parle tout de suite, avant qu'on explique de quoi on veut parler, dès qu'on voit archipel français, on se dit « Ah, voilà, je comprends ». L'image s'impose que le pays, après avoir été longtemps dans la tête de beaucoup de la plupart de nos compatriotes, la République une et indivisible, tout le monde sent bien qu'en ce moment, dans la République, il y a des difficultés qui font que tout le monde n'accepte pas de prime abord que la République soit une et indivisible, et qu'il y a des problèmes. Et donc l'archipel, on voit tout de suite l'image que ça représente, et donc ça a probablement beaucoup peut aider à la vente de ce livre. Mais vous savez, l'archipel, ça ne vient pas tout seul. J'en parlais tout à l'heure avec Jérôme Fourquet, on va dire un mot. Ce sont 15 ans de travail. L'archipel, ça ne vient pas comme ça. Et ce n'est pas pour rien que c'est lui qui a inventé le mot qui est maintenant devenu courant. Tous les politiques, tous les responsables parlent de l'archipel français comme si c'était une évidence et que le mot s'imposait de lui-même. Mais il a fallu que quelqu'un travaille 15 ans pour arriver à ce terme archipel français qui, d'un coup, le titre s'impose, on a envie d'aller savoir pourquoi. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, dans le fond, chaque Français a envie que la République soit une et indivisible. Et que le fait qu'il y ait des problèmes qui font que dans certains espaces, la République n'a pas autorité, ne s'impose pas, c'est une grave préoccupation pour les Français. C'est quelque chose qui chagrine énormément les gens, le visage qu'ils veulent donner à leur pays. Et donc c'est aussi parce que le sujet est tellement important aux yeux de tous. Si la nation avait un gros problème, que deviendrions-nous ? La nation, c'est un socle qui paraissait d'une solidité résistante à toute épreuve. Et donc, cette idée d'archipel, qu'on rentre dans une nouvelle période où le socle est contesté, ça c'est un problème qui est un problème absolument majeur. Je dirais un dernier mot avant d'accueillir Jérôme Fourquet, c'est... Moi, je lis tous les journaux quasiment depuis que je suis né. Ça a été mon métier pendant 25 ans. C'est pas la peine de lire tout ce qui s'est écrit sur ce qu'est l'archipel français et pourquoi. Vous prenez le livre de Fourquet. Je dis ça vraiment en dehors de toute publicité. C'est pas mon truc, la publicité. Mais franchement, si on a envie de savoir où en est la société française, pourquoi, après les solutions, c'est pas son boulot. Mais si on a envie de comprendre les racines de tout ce qui se passe en ce moment, franchement, le livre de Fourquet, ça remplace énormément de temps passé à lire des choses moins intéressantes. Sur ce sujet-là, bien entendu. Voilà. Merci, je vais l'accueillir.
Cher Jérôme Fourquet, bonjour. Bonjour, merci à vous. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à Vichy. Mais merci de votre invitation. Vous avez tellement de boulot, surtout en ce moment. Voilà. On est à une semaine des municipales, j'imagine que vous ne levez pas la tête. Non, voilà. Puis bon, il y a cette affaire de virus aussi qui va nous occuper dans l'actualité. Donc on ne s'ennuie pas quand on travaille en institut de sondage actuellement. Ouais. Ah tiens, à propos, quels sont dans les sondages ce que vous avez vu récemment à ce propos de virus? Est-ce qu'il y a un changement de la façon dont les Français le regardent, dont ils... Alors la dernière enquête, elle date d'il y a une dizaine de jours. Il sait tout sur nous, mieux que nous. Il y a une dizaine de jours, on avait un niveau d'inquiétude qui était très important, mais il faut dire que la couverture médiatique qui est liée à ce phénomène est massive, et elle continue encore aujourd'hui. Et donc à l'IFOP, on aime bien collecter des données, mais aussi les comparer, essayer de les mettre en perspective autant que se faire se peut. Et on a la chance de travailler dans un institut de sondage qui est le plus ancien institut de sondage français. Alors on n'a pas des... Donc il y a des références. Voilà. Alors on n'a pas des références sur les virus depuis la nuit des temps, mais on en a depuis une quinzaine d'années. En gros, depuis la grippe aviaire, H1N1, etc. Et donc on voit que là, aujourd'hui, on est sur des niveaux d'inquiétude dans la population qui sont bien plus élevés que ce qu'on a pu mesurer, nous, sur d'autres épisodes épidémiques qui faisaient objectivement moins parler quand même dans les médias. Inquiétude, c'est le mot juste, ou c'est panique, ou c'est... Alors, on est sur quelque chose d'assez évolutif. Ce que j'ai essayé de faire aussi dans le livre, c'est bien évidemment de s'appuyer sur les données d'enquête d'opinion, parce qu'on était à la source, mais aussi de croiser ça avec d'autres sources documentaires. Par exemple, regarder des données de marché ou de consommation, c'est toujours assez instructif, parce qu'on peut demander aux gens ce qu'ils ont dans la tête, ce à quoi ils croient, ce qui les inquiète, ce qui les fait vibrer, mais on peut aussi essayer de regarder ce qu'ils consomment, comment ils se comportent. Et donc là, on voit qu'en termes de fréquentation dans les salles de spectacle ou comme d'autres indicateurs, par exemple le recours à certaines formes de e-commerce qui permettent de moins fréquenter les grandes surfaces. Les grandes surfaces, oui. Depuis une semaine, 15 jours, tous les indicateurs, en tout cas pour les grandes surfaces qui font du e-commerce, sont au vert quand les salles de spectacle commencent à voir leurs effectifs se clairsemer de plus en plus. Donc le sondage d'opinion, il est intéressant, mais il est bien quand il est appuyé ou basé aussi en regard ou en miroir avec ces autres statistiques qui semblent indiquer qu'il y a une inquiétude qui est en train de monter. Et puis on en parlait tout à l'heure ensemble, ce qui s'est passé en Italie hier va sans doute avoir des répercussions ici en France sur la semaine qui vient. L'interpellation du politique sur ce qu'il faut faire, etc. Alors, pourquoi vous êtes sondeur? C'est bizarre comme profession. Quand on est jeune, qu'est-ce qui pousse à rentrer dans un institut de sondage? Parce que ça fait 25 ans que vous êtes dans les sondages en France. Alors, moi, fondamentalement, ce qui me passionne et qui m'intéresse toujours autant aujourd'hui, c'est l'analyse de la société française. Donc, initialement, c'était plus spécifiquement sur les phénomènes électoraux et politiques, mais j'ai élargi mon champ de recherche parce que je me suis rendu compte que pour comprendre ce qui se passait dans les urnes, il fallait regarder aussi ce qu'il y avait autour. Et donc, initialement, moi, quand j'ai fini mes études de sciences politiques, je voulais entamer une carrière dans la recherche. Et donc, il n'y avait pas forcément beaucoup d'opportunités dans la recherche publique. Et donc, pour gagner ma vie, comme beaucoup de gens, je suis allé chercher... Vous avez commencé par un stage, c'est ça, non? Alors, j'avais postulé en stage et puis j'ai été embauché en CDI. Alors, c'était le Graal à l'époque. Ah, ouais. Et voilà, donc j'ai commencé à l'IFOP il y a 25 ans. Et puis, j'y suis toujours. Alors, j'ai fait un aller-retour, mais je pense que c'est un bon poste d'observation de la société française. Et voilà. 25 ans d'études des Français, ça donne, là, c'est une petite impression, comme ça, sur son pays? Oui, alors... En dehors de ça, je veux dire, c'est pas bizarre de tout connaître, finalement, des sentiments... Non, si, parce que... Non, on connaît pas tout, et on le voit, tout ça bouge quand même très très vite. Oui. Alors, je suis aussi d'une génération, ça va peut-être arriver sur le livre, une des dernières générations du baby-boom. Et donc, au fur et à mesure que je grandis, puis que j'ai vieilli après, en tout cas, je prends de l'âge, on va dire ça comme ça, on voit la société française se transformer. Et moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la vitesse d'évolution
et la vitesse de transformation de la société. Quand vous dites vous connaissez tout sur la société française, non, on ne connaît pas tout, et surtout parce que déjà elle est très diverse, c'est un grand pays, mais en même temps, ou de surcroît, les changements sont très très rapides, pas forcément attendus. On reviendra peut-être tout à l'heure sur les événements électoraux, par exemple, l'avènement d'une personnalité qui était encore inconnue 3 ans avant la présidentielle et qui la gagne. Dans notre bréviaire d'analyse électorale, on disait il faut avoir fait 3 présidentielles, avoir 3 bosses, 3 bosses, et les Français veulent quelqu'un qui est couturé de partout, etc., etc. Tout ça a volé complètement en éclats. Nous-mêmes, on s'est fait un peu piéger à l'IFOP parce qu'on dit bon, ok, alors Emmanuel Macron a gagné la présidentielle, mais on va voir ce qu'on va voir. Il y a les législatives. Après, là, il y a des candidats qui sont implantés dans les circonscriptions. La République En Marche, personne ne sait ce que c'est. Et on se trouve avec 350 députés en ayant balayé beaucoup de vieux briscards qui étaient implantés depuis des années dans leur territoire. Donc la société, moi je pense, ça me passionne toujours parce qu'elle bouge très très rapidement et aussi et surtout en profondeur. Et c'est ça qu'on a essayé de raconter et d'expliquer. Est-ce que, Jérôme Fourquet, vous avez été surpris du succès de ce livre? Je le disais, c'est rarissime, un essai qui tient 52 semaines dans les meilleures ventes, c'est inimaginable même. Ah oui, bien sûr, oui, j'étais surpris et très content. Mais surpris, alors quand on fait un livre... Non mais c'est curieux que le sondeur soit surpris par un résultat, vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours, moi ça m'intéresse toujours quand le sondeur se trompe. Oui, alors il se trompe souvent, mais c'est pour ça qu'on n'est pas dans le pronostic, on est dans l'analyse, on est mieux, on est plus proche de l'historien que du pronostiqueur. Non, bien sûr, quand on fait un livre, on a le secret espoir qu'il soit lu, et beaucoup lu, mais... moi, j'en ai fait d'autres avant et on était sur des tirages. J'en ai fait 20 avant. Beaucoup plus confidentiels et qui intéressaient que le petit milieu qui s'intéresse à la chose politique. Voilà. Et alors quand même, non mais je veux dire, c'est un succès. Oui, bien sûr. On voit qu'il a rencontré un écho. Je pense que vous avez insisté à juste titre sur le titre de l'ouvrage. Alors quand vous travaillez 2 ans sur un manuscrit et sur les analyses peut-être depuis plus longtemps encore, et puis que moi, je fais comme ça. Bon, j'ai le titre, c'est le dernier truc qui reste à faire. On s'en fiche un petit peu. Enfin, on s'en fiche. Bon. Comment il est venu ce titre, par parenthèse? Mais parce que voilà, moi, alors j'ai un tropisme géographique, d'analyste géographique, donc ça me parlait. Puis dans nos analyses, on voyait bien, c'est quand on va chercher. Vous voyez la carte, c'est ça. Voilà, ou quand on va chercher chez certains de nos clients, voilà, on explique, il y a différents groupes dans la société, donc tout ça, ça faisait une forme d'archipel. Ça dessinait quelque chose. Ça dessinait, voilà, quelque chose. Et donc l'éditeur me dit, mais attention, le titre, il ne faut pas le prendre à la légère. C'est en général la moitié du succès d'un bouquin, c'est son titre. Alors quand vous avez bossé pendant 2 ans sur les 350 pages, on vous dit, c'est les 3 mots qu'il y aura sur la couverture qui font la moitié du truc. Bon, ça vous dégonfle un peu les chevilles, et donc c'est très bien. Voilà. Et alors, vous l'avez trouvé comment? Vous n'avez toujours pas répondu. C'est ça, je vous disais, c'est la carte. Cette société fragmentée. Et donc on aime bien. Le mot est arrivé comme ça. Oui, voilà, je dis parce que moi je m'intéresse beaucoup à la géographie, donc c'est comme ça que c'est. C'est comme ça, oui. C'est comme ça que c'est venu. Alors que certains m'ont dit très bien la référence à Solzhenitsyn, l'archipel du Goulag, mais ça m'avait même pas traversé l'esprit. Et d'ailleurs, j'ai pas lu ce bouquin-là, donc j'ai dit non. Et je décris pas du tout là, ça il n'y a aucune parenté avec tout ça. L'éditeur avait raison de vous dire que le titre était important parce que je ne connais personne maintenant qui parle de la France et qui a une responsabilité X ou Y, dans les entreprises, dans le privé ou dans le public, qui ne parle de l'archipel français comme si c'était une évidence et que c'était le seul mot qui s'imposait. Voilà, alors je pense qu'il y en a d'autres, mais c'est une grille de lecture. Comme toute grille de lecture, elle n'a pas prétention à embrasser ou rendre compte de toute la réalité. Il y a des facettes différentes. Mais on a essayé de... Alors, est-ce que le mot archipel, ça veut dire que l'unité est atteinte? Ou non? Ou c'est plus compliqué que ça? Alors, juste un mot sur la signification que vous donnez à ce mot-là dans l'étude que vous faites de la société française. Alors, l'unité, peut-être pas. En tout cas, la physionomie de la société française et son homogénéité, certainement. C'est-à-dire qu'on peut... il y a des États qui fonctionnent, qui sont archipels, l'Indonésie, par exemple. Si on est uniquement sur la métaphore géographique. Donc je pense que l'unité n'est pas forcément mise à mal ou atteinte. Il y a des forces de rappel qui sont très puissantes. On reviendra peut-être dessus tout à l'heure. En revanche, le degré d'homogénéité, de cohésion et la physionomie même ont été bouleversés en l'espace de quelques décennies seulement. Ouais. Alors, les raisons. Alors, vous en dessiné 3 ou 4 dans votre... Oui, alors...
il y en a toute une série, parce qu'enfin, voilà, il faut bien avoir en tête que, en général, des processus comme ça, c'est pas monocausal, il n'y a pas une explication qui va tout changer. On a travaillé donc dans le livre chronologiquement, en serriant différents aspects, donc deux majeurs de notre point de vue, c'est ce qu'on a appelé la dislocation d'une matrice qui était catho-républicaine. C'est-à-dire que depuis la Révolution française, en gros, si on refait à grands traits l'histoire de France, et je vous l'accorde un peu en simplifiant les choses, on avait une opposition entre les deux France, la France catholique et la France républicaine et laïque. Et c'est ça qui structurait partout la société française. Vous alliez dans n'importe quel village de France... Vous pouvez être catholique et républicain, ça existait quand même. Oui, mais laïque un peu moins. Oui, mais je prenais républicain. Voilà. Et donc dans chaque village de France, il y avait les rouges et les blancs, et chacun avait son café. Et ce n'était pas lié à la couleur du vin que vous buviez dans chacun de ces cafés, c'était plutôt aux opinions de celui qui les servait, de celui qui buvait. Si vous prenez par exemple le bouquin de Louis Pergaud, La guerre des boutons, à un moment, il vous donne l'explication de la détestation ou de l'affrontement séculaire entre Longeverne et Velleran. Il explique qu'à Longeverne, on était calotin et qu'à Velleran, on était rouge. Voilà. Et donc, on voit que jusqu'au plus profond de la société française, c'était cette opposition-là qui structurait le pays. Et ces deux grandes matrices se sont effondrées en l'espace de quelques décennies. Donc, je vais juste vous donner quelques chiffres. On n'est bien évidemment pas les premiers à parler de déchristianisation de la société française. Hein, c'est vieux comme terme. Mais on a le sentiment aujourd'hui qu'on est arrivé, si vous voulez, au stade terminal. L'IFOP, on a retrouvé dans nos archives une enquête qui date de 1961. Donc la date est importante. On est avant le concile de Vatican II qui va changer beaucoup de choses dans l'Église. Et à l'époque, quand on demande, les enquêteurs de l'IFOP interrogent les Français, 35% d'entre eux leur disent aller à la messe tous les dimanches ou plus. On a reposé la question à l'identique en 2013 pour La Croix, qui était un journal courageux parce qu'ils voulaient avoir la vérité des prix, mais ils avaient une petite idée de ce qu'ils allaient trouver. Et on a obtenu le score de 5% de catholiques pratiquants en France aujourd'hui. Donc en 60 ans, 50 ans, on est passé de 35% à 5%. Alors vous allez me dire, oui, mais dès les années 60, les catholiques étaient minoritaires. Vous aurez raison, mais comme on dit à la bourse ou dans la banque, à 35%, vous êtes une sacrée minorité de blocage, vous pesez lourd. Vous avez une presse, vous avez des écoles, vous avez des intellectuels, des associations. Vous êtes majoritaire dans des pans entiers de la société. Aujourd'hui, à 5%, ces catholiques n'ont pas disparu de la surface de la France, mais ils ne sont plus qu'une des îles ou un des îlots de l'archipel, alors qu'il y a 50 ans, ils en étaient un des piliers constitutifs. Cet effondrement du pilier catholique, ce n'est pas uniquement mesurable au taux de remplissage des églises le dimanche. C'est bien plus profond que ça. Le catholicisme, c'est aussi tout un univers culturel. Et donc, pour ceux qui s'intéressent, vous verrez dans le livre, on s'appuie, comme je l'ai dit, sur les sondages, mais aussi sur d'autres sources documentaires, notamment une qui peut paraître un peu incongrue, mais qui en fait est très très parlante. C'est l'étude des prénoms qui sont donnés aux enfants qui naissent en France. Et donc pour ce faire, on a mobilisé un gigantesque fichier de l'INSEE, qui est en libre accès sur le site de l'INSEE, qui recense depuis 1900 toutes les naissances qui sont intervenues dans le pays, année par année, département par département. Il n'y a aucun classement en termes de type de prénom, c'est brut. C'est les premiers prénoms qui sont donnés à chacun des enfants. Et donc, je reviens à mes catholiques. Si au hasard, on prend le prénom comme Marie, qui est très marqué, qui est très connoté religieusement et culturellement, et qu'on suit la proportion d'enfants qui s'appellent Marie au fil des ans en France parmi les nouveau-nés, chez les filles. C'est 20% des naissances en 1900 qui font l'objet du choix de ce prénom. 20%, c'est énorme. C'est une moyenne nationale. En Île-de-France, par exemple, où la déchristianisation était précoce, on est déjà au début du XXe à moins de 10% de petites filles qui s'appellent Marie. Mais en Bretagne, plus de 30%. En Finistère, c'est 50%. Dans les Vosges, 50%. Une petite fille sur deux. Donc vous voyez la force d'imprégnation du catholicisme qui allait jusqu'à influer sur le choix des prénoms que les familles donnaient à leurs enfants. Donc comme on est en période de parité... Et parce qu'on donnait le prénom de la mère aussi. Donc alors ça était un fil. C'était un fil, mais la mère s'appelait déjà Marie. C'est ce que je vous dis, oui. Voilà. Et donc comme on est en parité, donc, on peut s'occuper des garçons aussi. Les garçons, c'était Jean. C'est 16% des garçons qui s'appelaient Jean. Si on regarde la proportion de petites filles qui s'appellent Marie aujourd'hui à la naissance, c'est 0,3% des naissances l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc on est passé de 20
à 0,3. Et donc là aussi, vous avez une autre illustration de la dislocation de cette matrice catholique. Et le clergé. Alors le clergé, voilà, là c'était des chiffres qui viennent de chez nous. Si on prend des chiffres de l'Église elle-même, on s'est intéressé par exemple au nombre de prêtres catholiques, donc les prêtres diocésains en activité en France, la fin des années 90, donc il n'y a pas si longtemps que ça. On est La fin des années 90, c'est 2000, en gros. Oui, voilà, Oui. c'est ça, dans l'an 2000. Il y a 20 ans. Voilà, il y a 20 ans, on a 20 000 prêtres catholiques en France. Aujourd'hui, ils sont 12 000. Donc le stock a été amputé de 40% en 20 ans. Et si on poursuit les courbes, ce qui est plus facile à faire pour un sondeur que les pronostics, on aime bien quand la courbe est déjà dessinée, on sait à peu près où on va atterrir, eh bien on peut faire le calcul ou le diagnostic que d'ici 25 ou 30 ans, il y a potentiellement plus de prêtres catholiques en France. Alors sans doute qu'on n'arrivera pas à cette extrémité-là, parce que l'Église, elle le fait déjà, va mobiliser des prêtres qui viennent des pays du Sud, pour maintenir les effectifs, peut-être 6, 7, 8 000 prêtres en France. Et donc là, on a un retournement historique, une espèce de petit clin d'œil, comme l'histoire sait nous en réserver, parce qu'on rappelle que la France, fille aînée de l'Église, comme on disait, assurait au début du XXe siècle, à elle seule, le recrutement de 70% des missionnaires que Rome envoyait partout dans le monde porter la bonne parole. Et donc à l'échelle temporelle et géographique de Rome, c'est juste un coup de main qu'on donne à une vieille filiale qui a beaucoup donné et qui aujourd'hui connaît des signes de fatigue, il y a une espèce de retour sur investissement et on va aider. Mais donc à l'échelle de la société française d'aujourd'hui, vous voyez qu'on est sur un changement majeur. Alors tout ça, ça a des implications très très profondes parce que derrière cette influence religieuse et culturelle, il y a toute une vision de l'homme, du rapport au règne animal, du rapport au corps, tout ce qu'on a appelé, nous, une anthropologie qui était définie par cette culture ou cette matrice judéo-chrétienne. On a de nombreux signes qui semblent indiquer que nous sommes collectivement en train de sortir de tout cela. Pendant des millénaires, on a enterré les morts en France. Aujourd'hui, quand l'IFOP interroge les Français en termes de préférence d'obsèques, c'est l'incinération qui ressort en premier. Et vous voyez dans vos villes ou vos villages que c'est souvent cette pratique majoritaire maintenant, qui est majoritaire. Il y avait une autre pratique qui concerne le rapport au corps. Alors là, quand le corps était vivant, qui était combattue intellectuellement par l'Église, assez peu en France parce qu'elle était peu répandue, c'est la pratique du tatouage. Il est dit dans les textes que le corps humain ayant été créé à l'image de Dieu, il ne faut pas l'altérer ou le scarifier ou le marquer. Aujourd'hui, vous avez 18% de la population française qui est tatouée. Donc, je ne sais pas combien il y a de tatoueurs à Vichy, mais je pense qu'il y a au minimum 2 ou 3 salons. 18% de la population, c'est 1% des personnes qui ont plus de 65 ans. Donc si monsieur n'a pas fait son service dans la marine et il n'a pas vogué sous des latitudes lointaines, il n'y a aucune chance statistique qu'il ait ce marquage. Chez les enfants ou les petits-enfants de ce monsieur, c'est donc les moins de 35 ans, on est un tiers de la population qui est tatouée. Il y a 4000 artisans tatoueurs en France. Donc on dira bientôt à peu près autant que de prêtres d'ici 15 ans. Et donc, vous voyez là, à ces changements-là qui peuvent paraître anecdotiques, qu'on a bien basculé dans un autre référentiel. Autre élément qui n'est pas lié au précédent, mais qui nous montre aussi cette sortie du référentiel judéo-chrétien, le rapport, la hiérarchie des espèces. Et là, qu'on soit catholique, communiste, laïque, ou tout le monde s'entendait sur le fait qu'il y avait l'espèce humaine et le règne animal qui était en dessous. Aujourd'hui, vous avez une poussée très forte de tout le courant animaliste. Dernières élections européennes, ce parti s'est présenté avec, je ne sais pas si vous en souvenez, une affiche de chats et de chiens. Ils ont fait 2% des voix, c'est 400 000 suffrages. Alors ça peut vous paraître peu, mais le Parti communiste, qui se présentait lui aussi sous ses propres couleurs, sans Mélenchon, a fait 2,5% des voix. Donc dans la France de 2019, le courant animaliste fait le même score que le PC. Et on est ici dans un département, l'Allier, où on sait ce que ça veut dire que le Parti communiste et que c'est une matrice qui a été extrêmement puissante. Alors c'est le deuxième pilier donc. Voilà, et donc ça c'est ce deuxième pilier, alors qu'on appelait républicain et laïque, on ne peut pas détailler tout cela, mais justement, encore une fois, nous sommes dans l'Allier. Et donc un des éléments constitutifs de cette matrice qui faisait pièce au camp d'en face, si je puis dire, c'était
c'était la culture communiste, hein, qui était très très prégnante et qui avait développé toute une contre-société, à tel point que des sociologues qui ont travaillé sur le sujet avaient employé l'expression d'église rouge. Vous savez, quand dans les années 60, aux grandes heures du parti, quand vous étiez communiste et vous vous faisiez exclure du parti, c'était aussi douloureux que pour un catholique de se faire excommunier. Vous perdiez vos amis, votre famille, votre estime, vos relations. Ce bloc communiste, il avait comme, j'allais dire, brique élémentaire la mairie, la fameuse mairie communiste, avec ses logements sociaux, ses employés communaux, ses colonies de vacances, la vente de la presse, les réunions de quartier, etc., les maisons des jeunes et de la culture, tout un univers. Le cœur battant de tout cela, alors il y avait aussi le communisme rural dans des régions comme les vôtres, mais en milieu urbain, c'était l'Île-de-France, avec la fameuse ceinture rouge, la banlieue ouvrière, tout autour de Paris, et au sommet de la gloire du PC, en 1977, au municipal, le PC contrôle 130 villes en Île-de-France. Aujourd'hui, donc à une semaine des municipales, ils en contrôlent plus que 25. Donc, à l'instar de nos catholiques, les communistes n'ont pas disparu, mais ils sont devenus une des îles de l'archipel français, alors qu'il y a encore une cinquantaine d'années, ils en étaient un des piliers constitutifs. Alors, sans se jeter de fleurs, vous voyez que les gens qui ont travaillé à l'IFOP avant nous, dans les années 60, avaient la partie bien plus facile que nous, parce que sur le fameux échantillon national représentatif de 1000 personnes, que trouvait-il? On l'a dit, 35% de gens qui allaient à la messe tous les dimanches. Sur 1000, donc. Voilà, 350 sur 1000, 35% de gens qui allaient à la messe tous les dimanches, et à peu près 20 à 25%, donc 200 à 250 communistes. En général, ce n'était pas les mêmes. Et donc, on n'avait pas de double. Ça fait 600 personnes sur 100, plus de la moitié de la population. On avait, comme on dit dans notre jargon, 600 personnes qui étaient affectées déjà dans 2 cases, et puis on avait 400 autres individus à ventiler dans d'autres cases. Aujourd'hui, dans mon même échantillon de 1000 personnes, j'ai 50 catholiques pratiquants et 25 communistes. J'ai 925 autres personnes affectées dans les cases de l'archipel. Si on veut illustrer encore ce processus de fragmentation par une autre image ou un autre exemple que celui des sondages, on peut reprendre le cas des prénoms. Les prénoms, le fichier de l'INSEE remonte jusqu'à 1900. Et donc on est allé regarder avec mon co-auteur, Sylvain Montornac, combien de prénoms différents étaient utilisés chaque année en moyenne pour appeler une génération de Français. 2000, hein, c'est ça? C'était 2000, de 1900 à 1945. Ce n'est pas toujours exactement les mêmes prénoms, mais il y avait un stock, un portefeuille de prénoms, garçons et filles, qui suffisait manifestement amplement aux familles françaises pour appeler leurs enfants. Qu'on soit en guerre, où il y avait peu de naissances, ou sortie de guerre, où il y avait plus de naissances. Des historiens ont travaillé sur certaines régions françaises sur le 19e siècle, parce que le fichier ne remonte pas au-delà. Ils sont arrivés à peu près au même constat. De la période napoléonienne jusqu'à 1950, en gros, 45, on a fonctionné avec le même corpus de prénoms. Alors il y avait aussi derrière tout cela, pas uniquement une certaine homogénéité culturelle, mais aussi un aspect législatif. Napoléon, qui s'occupait de beaucoup de choses, avait édicté une loi qui précisait de manière très stricte les prénoms qui étaient possibles. Voilà, les prénoms qui étaient acceptés à l'état civil. Il ne s'était pas embêté, il avait pris comme base le calendrier. Et donc c'est là où on retrouve notre matrice judéo-chrétienne, catholique même, puisque les saints... Et maintenant, alors combien de prénoms Alors aujourd'hui, le phénomène s'est emballé. Dans les années 50-60, la loi est toujours en vigueur, mais il y a une certaine souplesse. Et donc on monte à 3000, 4000, 5000, 6000 prénoms. En 1993, le législateur, voyant que les tribunaux administratifs sont encombrés de contentieux entre famille et l'État, ou la mairie qui ne veut pas accepter tel ou tel prénom, dit bon, on va arrêter les frais. Et donc maintenant, c'est liberté totale de choix des prénoms. On ajoute juste un petit garde-fou. Il faut quand même que le prénom ne porte pas atteinte à l'intégrité psychologique de l'enfant. Mais là, vous recréez du contentieux, parce qu'on est dans les goûts et les couleurs. Quel prénom va porter atteinte à l'intégrité psychologique? Et donc combien maintenant alors? Et donc aujourd'hui, on est à 13 000 prénoms différents chaque année en France, contre 2000 en 1945. Sachant que ce 13 000... met de côté, dans le décompte, 50 000 enfants à peu près chaque année que l'INSEE met dans un bout de fichier qu'il a appelé prénom rare. Alors on a été un peu surpris avec mon co-auteur en disant déjà on a 13 000 prénoms, mais il y en a quand même
50 000 qui passent à travers les mailles du filet et qui sont en prénom rare. Alors le prénom rare, c'est, on était à regarder la définition, un prénom qui va être donné au mieux 2 fois dans l'année en France. Et donc je vous redonne les chiffres. On a 760 000 naissances l'année dernière, 380 000 garçons, 380 000 filles. Si vous êtes en prénom rare, vous êtes seul ou avec un autre sur 380 000 à porter le même prénom. Et donc là, il y a une médaille à donner à vos parents, parce qu'ils ont bien bossé, pour trouver un prénom que vous serez le seul à porter. Mais blague à part, on est sur ce que vous disiez à l'instant, on a aussi une rupture dans les pratiques, c'est-à-dire qu'historiquement, on donne à l'enfant le prénom d'un des grands-parents, souvent, pour l'inscrire dans un héritage, une lignée, une continuité. Aujourd'hui, ce qui prévaut, c'est la distinction tout azimut, et faire en sorte que son enfant soit singulier et unique. Et on ne fait pas complètement n'importe quoi. On donne quand même un prénom qui va permettre de le singulariser, tout en le rattachant au groupe auquel on aspire qu'il appartienne, parce qu'on va le voir, les prénoms sont d'excellents marqueurs socio-culturels. Alors, on va aller un peu plus vite, parce que j'ai envie qu'on aborde 4-5 thèmes différents. Qu'est-ce que la démoyennisation ? Alors, fondamental aussi par rapport à la société d'il y a simplement 30 ans. Les 30 glorieuses. Alors, là, on s'est appuyé sur les travaux d'un sociologue qui s'appelle Henri Mandras, qui, lui, justement, avait travaillé sur la période précédente, les 30 glorieuses, et il avait mis en évidence un phénomène de moyennisation, c'est-à-dire, en gros... La classe moyenne. Une classe moyenne qui a toujours existé, mais qui s'était considérablement élargie par l'arrimage à cette classe moyenne de toute une partie de des classes populaires, ouvriers, employés, qui, avec l'élévation du niveau de vie, la société de loisirs et de consommation, donc les 30 glorieuses, s'étaient rapprochés et avaient, en gros, s'étaient mis à partager les mêmes standards. C'est intéressant parce que le livre de Mandras sort en 1988, et alors ça ne peut pas dater ça au carbone 14, mais on peut penser que c'est justement à partir de ce moment-là que s'est enclenché le phénomène inverse qu'on a appelé démoyennisation, c'est-à-dire le bas de la classe moyenne qui s'est remis à diverger et à descendre. Alors, on pourrait, si vous voulez, prendre l'image du Tour de France. On est dans une société de consommation qui s'est désindustrialisée massivement, mais qui doit quand même continuer de tourner toujours, par, cette fois, la consommation et non plus la production. Et donc, on crée sans cesse de nouveaux désirs, de nouveaux besoins pour que la machine fonctionne. Et donc, je reviens à ma métaphore du Tour de France. C'est comme si la société française était le peloton, avec les fameux premiers de cordée qui font la course en tête, et puis un gros peloton. Et chaque année, on est dans la société de consommation, on augmente de quelques kilomètres/heure la vitesse moyenne du Tour. Qu'est-ce qui se passe au bout de 10 ou 15 ans ? Vous avez le peloton qui est scindé en deux. Qui s'étire entre une première partie de peloton qui pédale plus vite qu'avant, mais qui fait toujours la course en tête, et une deuxième partie de peloton qui, objectivement, pédale plus qu'avant, mais voit le reste du peloton s'éloigner de plus en plus. Bien qu'il pédale plus vite. Et de mon point de vue, c'est ça, fondamentalement, le ressort de la crise des Gilets jaunes. Les gens qui bossent, qui ont donc le sentiment d'avoir rempli leur part de contrat vis-à-vis de la société, et qui n'arrivent plus, non pas à remplir leur frigo, comme ça a été dit, c'était vrai pour certains, mais plus précisément, qui n'arrivent plus à cocher les cases du way of life ou du standard de vie moyen qu'il aurait présenté matin, midi et soir dans la publicité. Les vacances, un écran plat, les téléphones, la cuisine américaine, la douche à l'italienne. Vous pouvez regarder les émissions de Stéphane Plaza. On vous vend la maison idéale pour la famille moyenne française. Et on ne peut plus, même si on travaille. Cette maison, en moyenne, j'ai un collègue qui, là aussi, a une médaille à donner, il s'en est fait 40 de suite, qui a regardé 40 émissions et qui a fait la moyenne du bien immobilier en question, c'est 350 000 euros. Alors regardez ce que ça donne dans l'Allier, 350 000 euros pour un bien immobilier, et regardez qui peut s'offrir ça aujourd'hui. Donc on a eu ce phénomène de démoyennisation, ce n'est pas forcément une paupérisation, c'est le fait que toute une partie du bas de la classe moyenne n'arrive plus à accrocher les standards. Or, dans une société qui majoritairement ne croit plus ni au paradis, ni au grand soir, vous définissez comment aujourd'hui ? Eh bien, vous définissez beaucoup par ce que vous consommez, ce que vous pouvez vous offrir, ou ce que vous pouvez offrir à vos enfants. Ah oui. Dans des reportages sur les Gilets jaunes, on avait discuté avec des journalistes qui étaient partis en reportage dans ce qu'on appelle la France périphérique, donc tout ce qui sort un peu des grandes villes.
il rencontrait une dame sur un parking de supermarché à Soissons qui disait moi, avant j'appartenais à la classe moyenne, je faisais mes courses chez Intermarché. Maintenant je suis chez Lidl. Et donc vous comprenez bien que M. Mélenchon et M. Martinez de la CGT, au début, ils ont été très réticents à aller sur les ronds-points parce que ce n'est pas leur grammaire. Ils ne parlaient pas de lutte des classes. Ou alors la lutte des classes, aujourd'hui, elle se définit par le type d'enseigne de grande distribution que vous allez fréquenter. Et donc, cette crise des Gilets jaunes, ce n'était pas que les frigos vides, c'était toute cette France-là qui se construit par la consommation et qui, bien que travaillant, n'arrive plus à cocher les cases. Rappelez-vous, ça a peut-être été le cas ici à Vichy, quelques mois avant la crise des Gilets jaunes, il y a ce que certains journalistes parisiens ont appelé en ricanant les émeutes du Nutella. Quand une enseigne de grande distribution avait identifié que le Nutella était un produit de grande consommation iconique, ils avaient fait des promotions à prix cassé sur ce pot de Nutella et ça avait viré au pugilat Bon, alors, en fait, tout ça n'est pas très drôle. Ça montre le poids de cette société de consommation dans la définition que les gens se font de leur place dans la société. Et donc c'est une île de l'archipel en plus, c'est-à-dire... C'est une des... Parce que cette grande classe moyenne s'est fragmentée, et aujourd'hui il y a différents... Et donc il y a différents... Et c'est pas un hasard, alors on ne va pas pleurer parce qu'ils ont de beaux restes encore, si un des secteurs aujourd'hui qui souffre, c'est celui de la grande distribution, qui a été formaté pour la société des 30 Glorieuses, où on vendait en gros la même chose à tout le monde. Aujourd'hui, la société est de plus en plus diverse, donc il y a ceux qui sont véganes, il y a ceux qui sont halal, il y a ceux qui ne peuvent plus payer le Nutella, etc. etc. Et donc, chacun se spécialise. Chacun se spécialise. Et donc on voit ce qu'on appelle un effet de sablier, des enseignes qui visent le haut du panier, clientèle de centre-ville, et puis du hard discount, etc. Et le milieu qui fonctionne beaucoup moins bien. Donc ça, c'est un symptôme de cette démoyennisation et de cette fragmentation par le milieu de la société française. Alors il y a quelque chose de terrible dans votre livre, franchement, c'est l'échec de l'école. Parce qu'on se dit, pour qu'il y ait une société homogène, l'école de la République, c'est quand même là. Ça a été le fondement, le cœur de l'élaboration de cette République unie et indivisible. Et ce que vous dites de l'école, c'est-à-dire qu'à la fois on a deux défauts inouïs, c'est qu'on a le plus gros budget de tous les pays européens, et on a les résultats les plus catastrophiques, pas au sens de résultats, c'est au sens où ça aggrave les différences sociales. Alors oui, alors là, c'est pas nous on s'appuie sur les enquêtes, notamment le classement PISA. Alors il y a un paradoxe, effectivement, on dépense énormément, enfin beaucoup, ce qui est très plus bien, que les autres. Voilà, ce qui est très bien. Le classement PISA montre quoi? Bon, déjà en termes de performance scolaire, on n'a pas à en remontrer aux autres, on est plutôt en milieu de tableau, voire en bas de tableau. Mais plus grave, ce que vous indiquiez, c'est chez nous que le poids des origines sociales des enfants pèse le plus sur leur réussite scolaire, alors même qu'on dépense plus que les autres. Donc là, il y a un vrai sujet de réflexion. Il y a, dans toutes les grandes villes aujourd'hui, le sport national, c'est le contournement de la carte scolaire. Et on a un système qui, de facto, est dual, avec un enseignement privé. Quand la matrice catholique s'est effondrée, comme quand c'est un édifice qui s'effondre, elle ne s'effondre pas d'un bloc, il reste des bons morceaux qui tiennent bien encore. Et donc, un des morceaux de l'édifice catholique qui fonctionne très bien encore, c'est son école. Sauf que jusqu'à la fin des années 70, au début des années 80, en gros, c'était pas exactement toujours comme ça, mais c'était plutôt ça, ces écoles recrutaient d'abord sur une base confessionnelle ou culturelle. On était catholique, donc on allait à Saint-Joseph ou à Sainte-Marie, comme ses parents étaient allés à Saint-Joseph ou à Sainte-Marie dans la ville où on avait grandi. Aujourd'hui, on l'a dit, les catholiques pratiquants, c'est 5% de la population. Si on veut être un peu cruel, c'est même avec une moyenne d'âge plus élevée que la moyenne, donc moins d'enfants, même si souvent ils en font un peu plus que les autres. Mais au global, ça fait un volume de population qui est étroit, alors que ces écoles privées, à 95% qui sont dans le giron de l'Église catholique, elles scolarisent 15% des enfants aujourd'hui. Donc il y a un différentiel qui a été comblé. Ils ont été chercher des clients ailleurs. Dans la plupart des grandes villes, c'est vrai aussi dans des villes moyennes, ces établissements aujourd'hui accueillent très fortement, pas que, mais une proportion significative d'enfants de classe moyenne supérieure. Et donc on a... c'est vrai aussi pour les lycées. Alors oui, comme je disais, c'est tout le... les grands lycées parisiens. Voilà. Et donc on a ce déterminisme social qui pèse le plus en plus.
là, ce n'est pas un constat qui est complètement nouveau, mais qui s'accentue avec le temps. Il y a un phénomène qui est plus nouveau, c'est la maîtrise de l'anglais comme nouveau champ de bataille de la compétition scolaire. Avant, il fallait être fort en maths. Moi, j'avais un vieux prof de sociaux qui disait en fait, les maths, on peut le regretter, mais c'est quand même assez inégalitaire, assez égalitaire, parce que même si on est enfant d'ouvrier, si on a un coin de table, et on peut faire des maths. L'anglais, choper le bon accent, etc., ça demande un investissement souvent en temps et un investissement financier qui est plus important. Vous regardez aujourd'hui toutes les grandes écoles, enfin, pas que les grandes, les écoles d'ingénieurs ou de commerce, management, comme on dit aujourd'hui, il y a toute l'année de césure. Tous les étudiants vont partir un an à l'étranger. Il faut préparer tout ça. Benjamin Griveaux, quand il était encore candidat à la mairie de Paris pour La République En Marche, avait dit « Moi, si je suis élu maire de Paris, à la fin de mon mandat, tous les petits Parisiens, à la fin du collège, parleront anglais. » Ce qui est très louable. Mais je parle sous le contrôle de monsieur le maire, j'ai jamais entendu ce type de proposition dans une campagne municipale. Mais Griveaux ne faisait pas n'importe quoi. Il était complètement en phase avec toute une partie de l'électorat parisien qui s'apprêtait à voter pour lui, qui considèrent qu'ils habitent dans une ville-monde, que leurs enfants devront aller travailler à l'étranger ou qu'ils seront en compétition pour des postes en France avec des gens qui viendront de l'étranger, et qu'il faut, ce qui est tout à fait louable, les armer, entre guillemets, et leur apprendre l'anglais dès le plus jeune âge. Mais vous voyez que ce n'était pas sans doute le souci premier des Gilets jaunes en termes d'éducation pour leurs enfants. Donc là, on a ce fossé. Et donc l'école accroît l'école accroît parce que, ou dit différemment, elle n'a plus la capacité qu'elle avait avant d'homogénéiser et d'intégrer aussi puissamment qu'elle l'a fait par le passé. Mais c'est toute la société française aussi qui a bougé, c'est-à-dire que ces matrices, parce qu'il ne faut pas être uniquement dans une nostalgie aveugle, ces matrices, elles étaient parfois douloureuses. En Bretagne, interdite par les Bretons et de cracher par terre. Donc pour que tout ça s'intègre, ça se faisait quand même au chausse-pied à coups de règle, hein, souvent à l'école. Et la langue. Et la langue, donc tout ça en gros, le degré d'exigence ayant été abaissé, et la société s'étant par elle-même fragmentée ou étant devenue plus hétérogène, l'école, comme d'autres institutions, aujourd'hui, n'a plus du tout la même capacité, en gros, à fabriquer de la cohésion, de l'homogénéité. Une minute, s'il vous plaît, sur la sécession des élites. Parce que vous avez un chapitre là-dessus. Je dis ça parce que c'est très important, puisqu'on parle toujours de la sécession de telle ou telle catégorie de la population. Mais si on se dit que les élites font sécession, c'est grave pour l'homogénéité d'un pays. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là, précisément? Alors, rapidement. Rapidement, oui. Alors, j'essaye. On a le sommet de la société qui, aujourd'hui, fonctionne de manière de plus en plus autonome par rapport au reste de la population. Là aussi, pas de nostalgie sur un âge d'or où tout le monde se serait parlé, ça n'a jamais existé, mais il y avait des passerelles, il y avait des moments dans la vie, le service militaire, les colonies de vacances, l'école, on en a parlé, où classe sociale, notamment les jeunes, se mélangeaient davantage. Aujourd'hui, alors c'est quoi une élite? On ne va pas parler des 0,1 ou des 1%, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste. Les diplômés du supérieur, ça pèse à peu près 15 à 20% de la population française. Vous voyez, dans une ville comme la vôtre... Oui, l'élite, ce ne sont pas quelques personnages, c'est une catégorie. Une catégorie importante. Quand, dans une ville comme la vôtre, vous ne vous comportez pas de la même manière quand vous êtes 3% de la population que quand vous êtes 15 ou 20. À 3%, vous êtes fatalement en contact avec les autres. À 15 ou 20, vous pouvez vivre en vase clos. Cela d'autant plus, deuxième point, quand, pour des raisons professionnelles, culturelles, mode de vie, vous avez tendance à habiter dans les mêmes endroits, typiquement le cœur des grandes agglomérations. Paris intramuros, c'est 25% de cadres et de professions intellectuelles au recensement de 1982. On a 45% aujourd'hui. Donc ça fait des écosystèmes massifs, plusieurs centaines de milliers de personnes qui vivent dans les mêmes quartiers, fréquentent les mêmes lieux, etc. Et qui ne voient plus les autres. Et qui ne voient plus les autres. Et qui, du coup, je reviens à mes gilets jaunes, sont parfois totalement démunis et surpris par les réactions ou face aux réactions du reste du corps social, comme si, et j'adore cette formule qui est d'un essayiste américain, ils vivaient comme des touristes dans leur propre pays. Et c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est que de par mes activités à l'IFOP, à plusieurs occasions,
J'ai été présenté des résultats d'études, soit des responsables politiques, soit des responsables administratifs ou d'entreprise, et j'ai été surpris qu'ils soient surpris, en disant mais je leur parle de leur pays. Quand vous leur avez montré le livre, tous responsables politiques, toutes tendances politiques confondues, ils étaient surpris? Alors, mais ils étaient pas, honnêtement, pas mal étaient un peu secoués. Et tout de suite, ils m'ont dit bon, c'est très bien votre diagnostic, enfin c'est très bien, en tout cas c'est très clair. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Et alors là, je dis mais alors là, très courageusement, c'est votre boulot, c'est votre job. Moi, j'ai fait le mien, essayer de, comme un journaliste, essayer d'éclairer le réel, et puis ensuite. Voilà. Mais donc cette capacité que les groupes qui sont censés donner une inclinaison à la société vivre sans les autres. Vivre sans les autres. Alors, de manière un peu provoque, j'ai dit bon, on pourrait même dire que l'expatriation, si vous voulez, c'est le stade ultime de la sécession des élites. C'est quand on se dit bon, on va passer la retraite à Marrakech ou à Bruxelles. Bon, c'est que nous, on a, comme on dit dans les entreprises, on fait notre spin-off. Hein, on a une filiale qui s'autonomise. Ça, ouais. Et donc, c'est très problématique. Alors, expliquez-moi un truc. En ce moment, la demande des Gilets jaunes, notamment, c'était des services publics et un État fort. Vous voulez un État qui... Alors, comment c'est compatible avec l'archipel qui se met en place? C'est ça que je ne comprends pas très bien. C'est-à-dire qu'en même temps, on a l'archipel que vous décrivez, résultat de 30 ans ou 40 ans d'évolution, et en même temps, quand on écoute... Tout le monde, alors à peu près tout le monde est d'accord pour dire que les services publics en plus ce serait pas mal et qu'un État souverain ce serait pas mal. Oui, alors et on peut rajouter, si on est sur les gilets jaunes, un autre paradoxe, c'est en baissant le niveau de prélèvement obligatoire. C'est quand même parce que faut pas jamais oublier, c'est d'abord un mouvement contre la taxe. Mais oui, c'est massif. Alors là aussi, des changements très forts dans les représentations collectives. On a un mouvement sur le pouvoir d'achat. Il n'y a aucune vitrine du MEDEF qui a été taguée ni pétée partout en France, nulle part en France. On s'est retourné contre les centres des impôts et les préfectures. C'est l'État qui nous prend trop, pas mon patron qui ne me paye pas. C'est, dans la grammaire politique française, c'est quand même un changement de musique qui est très très important. Et là, encore une fois, c'est pour ça que CGT et France Insoumise, au début, étaient complètement à contre-pied. Sur cette demande d'un État fort, alors... peut-être que... Non, je veux pas... Comme on dit que oui, j'ai compris. La société se fracture, voilà. En même temps, on veut un État fort pour tout le monde. Alors, justement, sur cette fracturation de la société française, vous l'aurez compris, j'ai parlé du catholicisme, du communisme, etc. Il y a le moteur de tout ça derrière, c'est la montée en puissance, et c'est pas franco-français, depuis les années 50-60, de l'individualisme. L'autonomie de l'individu, en matière de relations familiales, l'appartenance religieuse, syndicale, politique, etc., etc. Donc on a des sociétés qui sont de plus en plus individualisées, où l'individu est de plus en plus autonome. Et dans le même temps, partout, en tout cas en Occident, on voit monter cette demande d'un État fort, d'un État régalien. Et on peut dire, mais là, il n'y a pas une contradiction. Et en fait, ça peut s'articuler. C'est-à-dire que plus ma sphère individuelle se déploie, plus je pense aussi que celle du voisin va le faire. Et donc, pour que ça se passe bien, il faut qu'il y ait un shérif qui ait suffisamment de poigne pour qu'on puisse faire ce qu'on veut dans notre bulle, mais qui assure que les frontières soient bien délimitées. L'exemple type, c'est la société, par exemple, hollandaise, où en termes de libéralisme des mœurs, je pense notamment à la question de l'homosexualité, le droit des plus avancé d'Europe, ouais. Elle est très très avancée dans ce processus, et où très précocement, on a eu un parti populiste de droite qui était extrêmement ferme et dur sur tous ces sujets-là, incarné à un moment par une figure qui représentait très bien ce libéralisme culturel. Et donc c'est comment, dans des sociétés d'individus, eh bien, on veut qu'il y ait un garde-barrière qui m'assure que l'autre ne va pas venir empiéter sur mon précaré. Sphère. Est-ce que les grandes manifestations qu'il y a eu en France, je pense après les attentats de Charlie, on a dit 4 millions de personnes ont manifesté en France. On parle de la Coupe du Monde aussi, où il y a eu 1 million à Paris. Voilà. Ces grandes manifestations. Et depuis quelques années, je ne sais pas si c'est un lien, mais vous allez nous le dire,
on fait des commémorations, on fait souvent des commémorations, des appels à l'unité du peuple français, à la République, etc., etc. Est-ce que ça prouve que ça va mal et qu'on fait semblant d'être encore unis, ou bien est-ce que ce sont des choses qu'il faut rappeler pour que, éventuellement, le sentiment de homogénéité et d'appartenir à la même nation puisse demeurer? Alors c'est les deux. Il y a bien évidemment, on insiste beaucoup dans le livre sur les phénomènes ou les processus de fragmentation, mais il y a des forces de rappel qui sont puissantes. L'attachement à un certain nombre de valeurs, on l'a vu au moment de Charlie, mais vous voyez, ces valeurs, c'est beaucoup quand même... Plus grande manifestation depuis la libération de Paris. Liberté, indépendance, etc. Petite parenthèse quand même sur Charlie. Quand vous faites la carte, alors qui est imprécise, parce qu'on s'appuie sur les chiffres des préfectures de l'AFP, du nombre de manifestants dans chacune des villes françaises, et qu'on rapporte ce nombre de manifestants au nombre d'habitants. On peut voir une espèce de carte de la mobilisation pour Charlie. Ce qu'on voit, c'est que l'image qui nous a été montrée, qui n'était pas fausse, de millions de personnes à Paris, mais dans plein de villes de France, devait être relativisée. C'est-à-dire que tout le monde n'avait pas été autant Charlie. Et qu'il y a toute une partie de la France, notamment tout le nord-est du pays, des régions qui votent beaucoup pour le Front National notamment, mais qui ont connu la désindustrialisation, c'était beaucoup moins mobilisé que d'autres. Comme si... Soit ils disaient un peu comme Marine Le Pen, les nigauds se réveillent et ils se rendent compte que l'immigration de masse va poser des problèmes majeurs, soit de dire que tous ces sujets de liberté de la presse, etc., étaient quand même... La laïcité. Qui étaient quand même des valeurs qui, eux, ne les faisaient plus vibrer parce que peut-être la République ne délivrait plus ses promesses dans ces territoires-là. Donc je referme la parenthèse sur Charlie pour dire oui, effectivement, il y a ces manifestations qui sont encore très importantes, qui montrent qu'il y a quand même des forces de rappel et qu'au moins dans une part conséquente des îles de l'archipel, tout ça résonne encore ensemble. En même temps, les commémorations très appuyées, ça a toujours été le cas sous la République, hein, c'est comme ça qu'on cimente un pays, mais on a l'impression que nos responsables politiques aujourd'hui en surjouent ou le surinvestissent parce qu'ils ont confusément le sentiment que les choses sont en train de se déliter et qu'il faut remettre d'urgence du ciment. D'ailleurs, c'est pas un hasard si on n'a jamais autant parlé du fameux vivre ensemble. Et vous savez qu'en général, quand on emploie une formule à satiété, c'est pas forcément bon signe. Ça veut dire souvent que, là aussi, confusément, on se dit que... S'il est nécessaire de la rappeler, c'est qu'elle ne va plus de soi. Des journalistes de l'Express étaient allés regarder dans tous les discours politiques et ils trouvaient la première occurrence de ce terme de vivre ensemble dans un débat politique dans un discours qui avait été prononcé par la candidate socialiste à la mairie de Dreux. Dreux, nous sommes en 1983, c'est la première percée du Front National local, donc c'est le début de l'arrivée du FN sur la scène politique, et c'est une ville qui a été précocement concernée par les problèmes d'immigration, c'est de la très très grande périphérie parisienne, et donc c'est pas non plus complètement anecdotique de souligner le fait que le vivre ensemble, en termes de concept politique, il est apparu à ce moment-là. Donc on vit là-dessus. Alors, ça peut donner des choses parfois un peu cocasses, cette volonté de remettre du ciment à tout prix. Par exemple, quand de mon point de vue, on a un président de la République qui est sur les marches de la Madeleine au moment des obsèques de Johnny Hallyday. Mais on a un président Macron qui s'est dit, mais là, on a une part très importante de la population. Alors Johnny était clivant quand même, on regarde les chiffres de l'IFOP, c'est 50% des Français qui l'apprécient, 50% qui ne l'apprécient pas, mais dans une société archipélisée, il y a plus grand monde qui est capable d'être apprécié par déjà au moins 50% des îles. Donc le président, en bon élu qu'il est devenu rapidement, avait senti l'affaire et donc était présent là. Et comme vous le rappeliez, c'est sans doute aussi une illustration parmi d'autres de cette volonté de remettre du ciment. De la même manière, quand il s'accroche vis-à-vis de son administration sur son projet de service national universel. Bercy dit, comme d'habitude, que ça coûte trop cher. Les militaires disent « vous nous avez fait fermer les casernes, couper dans les budgets, etc. » Et accessoirement, nous, on ne va pas être les nounous, les gardes-chiourmes pour les gars des banlieues, ça ne nous intéresse pas. Macron dit « il faut le faire ». S'il le pense, c'est parce qu'il a diagnostiqué l'état de fragmentation, qui se dit qu'à défaut de service militaire, il faut quelque chose qui, pour la jeunesse, soit un ciment. Une espèce de ciment ou un creuset, même momentané. Très rapidement aussi, vraiment une minute. Et le problème principal maintenant en France, souvent, enfin, c'est pas le problème principal, mais le souci principal des Français, comme d'autres d'ailleurs, c'est de se dire que
demain risque d'être moins bien qu'aujourd'hui, est-ce que ça ressoude une nation ou est-ce que ça la disperse? Alors effectivement, c'est un sujet majeur, évidemment. C'est un sujet majeur et qui est très largement partagé dans les... Là, par 90% de la population. Beaucoup pensent qu'en tout cas leurs enfants 80, vivront voilà. moins bien qu'eux. Ouais. Et La ça crainte, c'est une crainte. Et ça change énormément de choses. Alors, ça peut éventuellement, face à une menace, ressouder. Encore faut-il qu'elle soit identifiée, cette menace, ou ce risque, et qu'il y ait des solutions ou des remèdes à y proposer. Typiquement, alors, ce à quoi vous faisiez référence, c'était plutôt le décrochage économique, ou le déclassement. Il y a une autre version de cette « demain sera moins bien qu'hier », c'est en matière environnementale. Hein, la crainte... voilà. 3 degrés de plus. Etc. Voilà. Et donc ça, moi j'avais fini d'écrire le livre avant les élections européennes, et puis tout ça s'est accéléré depuis. On peut se demander si, comme tout à l'heure on a parlé d'une matrice républicaine et laïque d'un côté, catholique de l'autre, il n'y avait pas en gestation sous nos yeux les bribes d'une matrice écolo qui est en train de monter, de se structurer, avec tout un discours qui ne serait pas que politique, qui serait bien plus profond que ça, sur qu'est-ce qu'il faut faire pour demain. Et on voit que différents groupes de la population, pas uniquement les fameux bobos des grands centres urbains, regardez tout ce qui se passe autour de l'agriculture biologique. La jeunesse, surtout. La jeunesse, les circuits courts, etc. Des choses. Donc oui, le déclin perçu est, à mon avis, quelque chose qui plombe énormément le moral. Mais s'il y a des perspectives qui peuvent être offertes, ça peut permettre, alors pas de rassembler tout le monde, j'y crois pas, mais en tout cas des pans importants de l'édifice. Alors, vous avez en sous-titre « Où allons-nous » Mais il n'y a pas la réponse dans le bouquin. Non. Alors, c'est embêtant parce que voilà. Celui qui sait le mieux comment est la société française aujourd'hui, il met en sous-titre « Où allons-nous » point d'interrogation, et il n'y a rien dans le bouquin. Alors, il y a déjà un élément dans le titre. On l'a appelé l'archipel français. On ne l'a pas appelé la Yougoslavie ou le Liban français. C'est le terme de balkanisation qui revient sans cesse. Et en conclusion du livre, je cite les propos de l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Collomb, qui disait « Aujourd'hui, les Français vivent côte à côte, et j'ai peur que demain, ils ne vivent face à face. » Donc moi, quand j'ai Hollande avait dit la même chose, hein. Non, mais dans son livre. Il avait parlé de partition. Partition. Et il l'avait dit à 2 journalistes en pseudo-off. Alors que bon, là, le ministre de l'Intérieur en partance le dit sur les marches du ministère de l'Intérieur. Et s'il y a quelqu'un qui est bien informé sur l'état de la situation, je pense que le ministère de l'Intérieur le permet. Moi, ce que je pense, c'est qu'on ne va pas vers un affrontement généralisé. Ça peut exister dans certains endroits, mais que, encore une fois, dans une société qui est fragmentée, mais surtout très individualiste et très hédoniste, le comportement qui est le plus naturel et le plus évident, c'est pas l'affrontement, c'est l'évitement. C'est l'évitement. L'évitement. Et donc, si je peux mettre mon gamin dans la bonne... Chacun se débrouille, c'est ça ? Comme il peut. Et mon gamin dans la bonne école et pas dans celle-là, si ils, avec 36 guillemets, et les ils peuvent être diverses, deviennent trop nombreux dans mon quartier, je vais aller habiter ailleurs, etc. etc. Et donc, plus qu'encore une fois, des tensions communautaires très fortes, une guerre civile, etc. Des îles qui se séparent les unes des autres. Plus qu'on est plus là-dessus. Et donc, je dis, à tout prendre, ce n'est pas le syndrome yougoslave qui nous guette, mais plutôt le syndrome du syndic de copropriété. C'est-à-dire, bon, on est encore ensemble, on paye les charges parce qu'on a conscience que pour l'intérêt collectif, il vaut mieux qu'il n'y ait pas d'eau qui descende dans la cage d'escalier. Mais surtout, si on peut éviter de se croiser, c'est très bien. Et le principe absolu, c'est de ne jamais se mêler de ce que fait le voisin chez lui. Et donc, c'est plus ça, une espèce d'indifférence. Donc l'âme du pays, en fait. C'est ça qui, à mon avis, c'est plus ça qui, si rien ne se passe, peut se produire, que des tensions, des affrontements, même généralisés, parce que se battre avec son voisin, c'est douloureux, c'est dangereux, ça coûte cher, c'est déstabilisant psychologiquement. Et tant qu'on a le moyen de faire un pas de côté, eh ben on le fera. Et c'est ce qui déjà se pratique à une large échelle, de manière consciente ou non. C'est comme ça, vous qui regardez les courbes depuis 1900, là, c'est comme ça que vous voyez les choses évoluer. Mais quand vous regardez typiquement, par exemple, en matière résidentielle, comment les choses s'organisent. Avec le prix du mètre carré, tel ou tel groupe qui va là, etc. etc. Là encore, pas de vision idyllique. Il y a toujours eu des quartiers plus favorisés, d'autres plus démunis. Mais si on prend des grandes villes,
la construction haussmannienne, on avait les différentes classes sociales qui étaient sous le même toit, pas au même étage. Dans le même immeuble, mais pas au même étage. Aujourd'hui, elles sont chacune dans leur quartier, avec leur commerce, leur mode de vie. Et quand je dis chacune dans leur quartier, les Gilets jaunes nous ont rappelé, des fois, ce n'est pas le quartier, c'est dans la première, deuxième, troisième ou cinquième couronne de la ville. Et chacun, en fonction de ses moyens, mais aussi de ses modes de vie ou de ses aspirations, eh bien, s'il le peut, va choisir telle ou telle île de l'archipel. Et donc, on s'en était rendu compte, nous, typiquement, quand on regardait les cartes électorales, qui sont parfois très saisissantes, hein, c'est-à-dire que d'une commune à une autre, ou parfois dans des grandes villes, d'un côté à un autre d'un axe, vous avez des scores électoraux qui n'ont rien à voir. Et en fait, c'est deux mondes qui ne se connaissent pas, qui ne se côtoient pas. C'est intéressant dans votre bouquin parce qu'il y a je sais pas, 200 cartes, quelque chose comme ça. Il y en a beaucoup. Ouais. Et on comprend beaucoup de choses en regardant les cartes plus vite qu'en lisant des pages et des pages et des pages. Un dernier mot avant qu'on se quitte et que vous retrouviez les gens qui sont là. Vous avez donc vu tous les chefs de parti depuis 20 ans, hein, que vous êtes fait ce métier. Et donc, à propos de ce livre, lorsque vous leur avez dit c'est à vous de régler le problème, et que vous leur avez dit, évidemment, comme vous venez de le faire avec nous, à mon avis, c'est comme ça que ça risque de tourner si on ne fait rien. Vous prenez toujours ces précautions. Vous avez trouvé des gens en face de vous qui vous disaient on va s'y mettre, ou qui disaient Monsieur Fourquet, vous avez raison, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Un peu les deux. Un peu les deux, mais alors, sans trahir de secret, sans être... Non, mais... sentiment d'avoir des gens qui étaient assez démunis, en fait, et assez déstabilisés, et qui n'avaient pas forcément la baguette magique, hein, ce qu'on peut comprendre. Ouais. Donc bon, la première étape, c'est le diagnostic. Après, il y a la reconstruction de quelque chose. On m'a souvent demandé, est-ce que c'est franco-français votre affaire? Alors, moi, modestement, je me suis concentré sur la France, un pays que je connais un petit peu. Le reste, j'ai pas prétention. Mais je pense qu'on a exactement, avec des différences locales, c'est ça. Les mêmes phénomènes. Ce sont des courants tellement profonds qui traversent toutes les nations. Européenne, en tout cas. Le décrochage du bas de la classe moyenne, l'effondrement des pratiques religieuses chrétiennes et catholiques, l'individualisation, etc. Tout ça, on le retrouve partout. À ceci près que tous nos voisins, en tout cas, sont tous des pays fédérés et ont, depuis très longtemps, dans leur ADN, appris à gérer la diversité. Localement, oui, c'est ça. Moi, j'ai été interrogé par une consoeur belge à vous, qui m'interrogeait sur les mariages mixtes en France, entre Français immigrés. Alors, je dis, mais comment ça se passe en Belgique, les mariages mixtes? Mais j'ai dit, attention, les vrais mariages mixtes en Belgique, hein, pas entre un Belge et un immigré, hein, entre un Flamand et une Wallonne. Alors là, elle s'arrête, elle réfléchit, puis elle me dit, je crois que ça n'existe pas. Alors je dis, bon, ça m'intéresse parce que la Belgique existe, mais depuis très longtemps, elle fonctionne déjà au minimum en mode binaire. Regardez comment les journalistes français ont traité la crise en Catalogne. Ils ne comprennent pas. Ils disent, je dis, mais c'est pas compliqué, il y a à peu près 50%, peut-être un peu moins, des gens qui vivent dans cette région qui disent, on est catalan, on n'est pas espagnol. C'est incompréhensible pour un Français. Si on prend les États-Unis, de par la construction de ce pays avec vagues d'immigration successives, depuis tout temps, ils sont dans la diversité. Donc ces phénomènes, ils existent partout, sauf que nous, une et indivisible, était la République, la nation française, ne connaît pas les couleurs, etc. etc. L'école laïque obligatoire. L'école laïque obligatoire. L'État qui imprimait sa marque partout. Le jour où on se réveille fragmenté et multiple, on a plus la gueule de bois et ça nous déstabilise plus que nos voisins qui sont confrontés aux mêmes problématiques, mais encore une fois, ont dans leur histoire et leur mode de fonctionnement sans doute plus d'habitude ou d'aptitude à gérer cette diversité que nous. Jérôme Fourquet, merci beaucoup. Je vais dire, vous allez maintenant rencontrer les gens. Ils peuvent vous poser toutes les questions qu'ils veulent. Vous avez le temps, vous êtes là quasiment tout l'après-midi. Et donc voilà, je voulais dire que le dialogue avec vous n'est pas fini. Et j'espère que vous avez vu combien ce livre était intéressant parce que, bizarrement, il n'y a pas que certaines personnes qui sont touristes dans leur pays. On est tous un peu touristes de notre pays. Et c'est intéressant d'aller le visiter avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.